Ravie de vous retrouver pour une nouvelle conférence lors de ces rencontres des PEP 2021. Comment prendre sa place dans la société, être un acteur qui a pu se développer son esprit critique, son libre arbitre. Comment devenir un citoyen? Eh bien, tout cela relève de son ouverture d'esprit dans ses plus jeunes années via l'éducation que l'on a reçue. Alors, comment est-ce que la pratique pédagogique peut être un levier pour développer son désir d'agir? C'est de cela dont nous allons parler maintenant ensemble pendant une heure. On va parler de formation, d'apprentissage, on va parler de démarches pédagogiques inspirantes. Et pour cela, je suis accompagnée de Laurence Planescari de la Fédération Générale des PEP. Bonjour. Bonjour Sandra. Alors, vous êtes chef de projet des politiques éducatives, vacances, loisirs, culture et sport au sein des PEP. Et puis, il y a aussi Pauline Fourcault qui est avec nous. Merci de nous accompagner. Vous nous aiderez à vous faire l'écho de toutes les questions des internautes, des spectateurs, téléspectateurs qui nous suivent pendant tout le long de cette conférence. Et j'espère que vous serez nombreux à poser un maximum de questions parce que c'est finalement dans cette interaction qu'on arrive à comprendre tout le sens de la participation. Et c'est le sujet aujourd'hui qui nous intéresse pendant ces 2 jours des PEP, la question de la participation, là, liée à l'éducation. Alors peut-être pour commencer, je me tourne vers vous Laurence parce que c'est un sujet qui vous est cher. Il y a une marque des PEP pour les séjours collectifs et les colonies de vacances, c'est PEP Attitude qui, grâce à vous, grâce au PEP, vous faites partir 15 000 enfants par an en colonies de vacances, 80 000 en classe en temps normal. Évidemment, là, on est quand même dans un temps un petit peu suspendu, on peut l'appeler comme ça, lié à la pandémie. Donc, par rapport à votre expertise, comment est-ce que la recherche autour de la pratique pédagogique peut aider à faire émerger la participation? Puisque, après tout, c'est le sujet qui nous guide aujourd'hui. Comment l'un va avec l'autre? Quel est le lien? On sait, en tout cas, tout le réseau PEP, toutes les associations qui organisent à la fois des classes de découverte ou des séjours collectifs de vacances ou classes de découverte avec les enseignants, mettent en place des actions où, effectivement, grâce à la nature, grâce à de l'expérimentation, grâce à de la pratique, vont permettre à des enfants, à des jeunes d'aller apprendre autrement, ailleurs. Et nous, cette question que nous allons aborder cet après-midi, effectivement, nous semble essentielle. On est ravis d'accueillir les experts là, qui vont venir témoigner, puisque, effectivement, c'est une question fondamentale de se dire, on sort de la classe, par exemple, pour aller apprendre autrement. On part s'oxygéner, mais tout en gardant cette dimension éducative, cette dimension où on vient apprendre autre chose, en dehors de ce que l'on connaît de manière conventionnelle. Eh bien voilà, pour apprendre comment apprendre autrement, c'est tout l'enjeu. Nous vont nous accompagner en effet des experts. Pierre Thomas, secrétaire général de l'OCCE, qui est l'Office central de la coopération à l'école, avec des partenariats que vous nouez avec les PEP divers. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous aujourd'hui. Natacha Ducatez, chargée de mission de l'OVLEJ, qui est l'Observatoire des vacances et des loisirs des enfants et des jeunes. Vous allez pouvoir nous apporter votre regard et votre expertise pour voir un petit peu l'évolution de ces curseurs dans la société aujourd'hui. Ange Ansour, bonjour à vous. Vous êtes directrice des Saventuriers, et les Saventuriers qui dépendent du CRI, le Centre de recherche interdisciplinaire, dont d'ailleurs François Tadei a participé à la table ronde d'ouverture de ces rencontres PEP ce matin. Bonjour Ange, ravie d'être avec vous. Et puis Sophie Dargelos, des Francas. Bonjour madame, vous êtes directrice nationale des programmes conditions de vie, d'éducation et d'action des enfants et des adolescents, formation professionnelle. On va parler donc ensemble de la question de la formation pour justement essayer d'apprendre à apprendre autrement. Je vous propose qu'on commence par poser un petit peu la situation globalement, même si on sait que la pandémie, je l'évoquais tout à l'heure, a énormément bloqué les actions pour les jeunes, mais tout de même, Natacha Ducatez, avec l'Observatoire des vacances et des loisirs des enfants et des jeunes, vous produisez, vous mutualisez des données, des analyses, des prospectives pour le secteur. Alors récemment est parue une étude de l'intérêt du vivre ensemble pour les accueils collectifs de mineurs, perception des enfants et des adolescents. Qu'est-ce qui ressort de cette étude ? On va vous entendre dans un instant, donc n'ayez pas peur. Voilà. Dès qu'on vous entend, je vous le dis. Bonjour. Bonjour.
Merci de m'avoir invité. Donc effectivement, à Lovellège, on produit pas mal d'études. Alors moi, je ne vais pas vous parler directement des pratiques des professionnels. Je vais peut-être avoir un angle d'approche un petit peu différent des autres interlocuteurs Bien sûr, un aujourd'hui. peu plus macro peut-être. Voilà, donc moi, au travers de cette étude sur le vivre ensemble, on s'intéressait aux perceptions des enfants, des adolescents, des parents, qui sont en fait les premiers acteurs des accueils collectifs de mineurs. Et du coup, on voulait savoir qu'est-ce que c'était pour eux de vivre ensemble au sein de ces centres de loisirs, de ces colonies de vacances. Donc l'idée n'était pas du tout d'évaluer les pratiques de professionnels, mais bien de comprendre quelles étaient leurs perceptions, comment ils comprenaient cette expérience collective et qu'est-ce que ça produisait comme effet. Et alors le Donc c'est vivre une étude. ensemble, parce qu'aujourd'hui c'est intéressant, la question du vivre ensemble pour les jeunes, aujourd'hui passe beaucoup par les réseaux, ça fait partie aussi du lien. Donc le vivre ensemble, quand on est en présence, quand on est ensemble, qu'est-ce que ça dit? Alors le vivre ensemble, Euh, c'est une notion finalement qui peut être décrite de manière très différente en fonction de chacun. Là, ce qui nous intéressait, c'était d'aller observer ça sur les temps extrascolaires, donc pendant les vacances, et de pouvoir avoir la parole directement de ces jeunes et de ces parents, sachant qu'on était sur des accueils de loisirs qui s'inscrivent dans le courant de pensée de l'éducation populaire. Cette étude, elle nous montre que finalement, ce qui intéresse beaucoup les parents, ça va être le fait qu'il s'agit d'espaces de loisirs, de vacances, où leur enfant va pouvoir expérimenter. C'est vraiment ça qui attire leur attention. Expérimenter la vie collective, faire ensemble, se confronter à l'autre, aux autres, apprendre ou construire avec l'autre. Et c'est vraiment quelque chose qui a été relevé par les parents, parce que certains, par exemple, nous expliquent, ben moi, je vais l'éduquer dans un discours, dans une notion de respect, mais ça reste du discours. Et le fait de pouvoir, dans un temps de loisir, au-delà de la classe, en fait, se retrouver avec d'autres, se confronter à l'autre, eh ben, ça va permettre vraiment que mon enfant comprenne qu'est-ce que c'est le respect, qu'est-ce que c'est les règles de vie. Donc voilà, vraiment cette notion d'expérimentation qui intéresse tout particulièrement les parents. Du côté des enfants, on est sur une notion d'implication. Quand on les écoute nous raconter leurs histoires de vie, tout ce qui se passe au sein de ces centres de loisirs et de ces colonies de vacances, eh bien, ils nous parlent de leur implication dans la vie collective, que ce soit au travers des tâches quotidiennes, que ce soit par exemple au travers de la construction du programme d'activité. Donc ça, on a beaucoup d'enfants qui nous ont raconté qu'il y avait des réunions pour construire ensemble le programme d'activité. C'est quelque chose qui en général plaît plutôt. Mais ça peut être aussi au travers de la notion d'entraide. Et cette notion d'entraide, pour les enfants, pour les adolescents, c'est vraiment la valeur phare de se vivre ensemble au sein de ces espaces de loisirs et de vacances. Et du coup, parce qu'on est en groupe, on se doit d'être solidaire et donc on va mettre en place, on va participer de manière à mettre en œuvre cette valeur d'entraide et de solidarité. Donc en fait, ce que vous dites là, c'est par rapport à la notion de ce que perçoivent les enfants. Donc la question, vous avez dit, de l'implication, qui résonne avec cette idée de participation, et puis celle d'entraide, de solidarité, c'est d'une certaine façon, pour eux, le vivre ensemble, c'est déjà les prémices de comment faire société. C'est ça que ça raconte. Tout à fait. On a d'ailleurs certains animateurs ou directeurs qui nous parlent de micro-sociétés, ou entre eux, entre enfants, parce que finalement, c'est vraiment des espaces où même si l'adulte est présent, le groupe de pairs, donc les jeunes, les enfants, ont toute leur place. Et d'ailleurs, sur cette notion de vivre ensemble, les enfants nous parlent beaucoup de ce qu'ils vivent entre eux. Alors évidemment, l'adulte est là, l'adulte anime, etc. Mais ils nous parlent énormément, que ce soit dans ce qu'ils vivent ou dans les apprentissages qu'ils vivent, de se vivre ensemble entre pairs. Et c'est vraiment quelque chose qui est spécifique à ces espaces de loisirs. Natacha Ducatez, là, cette étude donc, est parue en 2020. Ça a été fait forcément pas en 2020, mais ça a été fait sur
panel d'enfants, j'imagine, l'année précédente. Est-ce que vous voyez une évolution par rapport à ce que vous décrivez aujourd'hui, à la fois le côté des parents qui cherchent l'expérimentation et des enfants qui trouvent l'implication? Est-ce que c'est quelque chose qui est figé dans le temps? Ça a été de tout temps comme cela, le collectif? Ou alors est-ce qu'on voit une évolution par rapport à la société qui évolue, aux enfants qui évoluent, à la notion de vivre ensemble qui aussi évolue? Alors, on n'a pas d'études sur le vivre ensemble qui nous permettent de faire des comparaisons dans le temps. Il faut savoir que cette notion de vivre ensemble, finalement, elle est utilisée depuis peu. C'est vraiment depuis les années 2000 que c'est devenu quelque chose d'assez courant au sein, que ce soit des médias ou des recherches plus scientifiques. Donc on n'a pas vraiment d'évolution. Donc là, c'est vraiment une étude qui nous donne à un instant donné la vision de ces familles, parents comme enfants, sur cette expérience collective. Ce que je peux dire par contre, ce qui ressort, c'est que si les attentes ne sont pas forcément les mêmes de la part des parents que de la part des enfants, il y a quelque chose qui les relie, c'est les apprentissages qui vont se jouer au sein de ces structures. Et justement, ça, c'est un des effets de ce vivre ensemble. C'est-à-dire que, voilà, on parle d'expérimentation, d'implication, d'entraide, mais tout ça, ça va avoir des effets. Et le premier, c'est le fait qu'on va apprendre de nouvelles choses ou qu'on va développer des capacités. Et en ça, parents comme enfants se rejoignent dans les discours. Que ça rebondit sur ce qu'on disait tout à l'heure, cette notion de apprendre autrement. Il y a des choses qui vous ont surprise dans le retour de cette étude qui a été faite. Il y a des points mineurs peut-être, parce que là on parle globalement de ce qui ressort, mais il y a des choses qui vous surprennent? Alors, surprendre, je ne sais pas si c'est le mot exact, mais en tout cas, il y a des choses qui étaient intéressantes à relever. Je parlais des apprentissages. Certains, enfants comme parents, ont relevé le fait que, ok, on apprend des choses, on va développer des savoir-faire, mais on va aussi développer une conscience que on peut faire ça. Et du coup, cette conscience du fait qu'on a ces capacités, c'est ce qui va permettre de les remobiliser dans d'autres lieux, avec d'autres personnes. Et ça, moi, ce qui m'a étonnée, c'est que ça vienne de la part des parents, finalement, qu'ils aient ce recul-là nécessaire pour parler de ça sur leur enfant. C'est voilà, c'était assez logique, mais que des enfants eux-mêmes me disent, bah, moi aujourd'hui j'ai conscience que avant j'avais peur de ne pas savoir me faire d'amis et aujourd'hui je me rends compte qu'en fait je sais me faire des amis, donc la prochaine fois que je partirai en colo, j'aurai pas peur parce que je sais que j'en serai capable. C'est effectivement quelque chose voilà, qui a attiré mon attention et que j'ai trouvé très intéressant. Et c'est vraiment cette conscientisation qui va permettre de remobiliser à différents moments toutes ces capacités qu'on a pu développer. Alors, par-delà cette étude que vous avez réalisée il y a un an, aujourd'hui, évidemment, avec la pandémie, on ne peut pas faire abstraction de ce qui s'est passé. Beaucoup moins d'enfants ont pu justement pratiquer ce vivre ensemble, pratiquer la collectivité. Vous, puisque vous êtes chargé de mission à cet observatoire des vacances et des loisirs des enfants et des jeunes, qu'est-ce qui attire votre attention aujourd'hui? Comment vous envisagez la suite? Sur quoi il faut a priori miser comme point de vigilance? Qu'est-ce que vous diriez? Alors c'est certain qu'on traverse une période très particulière et très compliquée. Le départ en vacances ou l'accès à des activités de loisirs, les études statistiques, sociologiques ont toujours démontré qu'il y avait des inégalités en ce sens, et sûrement que ces inégalités, elles se sont accrues sur l'année 2020 de par les effets de cette crise sanitaire, les effets notamment économiques. Donc c'est quelque chose auquel évidemment il faut faire très attention. Nous, l'année dernière, à la sortie du premier confinement, on avait mené une étude pour connaître l'état d'esprit des parents et savoir s'ils étaient prêts, malgré cette situation pleine d'incertitudes et puis toujours la propagation du virus, donc savoir s'ils étaient prêts à réinscrire leur enfant en accueil collectif, donc centre de loisirs ou colonie de vacances sur l'été 2020.
Et on avait eu des retours très positifs. On a plus de 4000 parents qui ont répondu à cette enquête pour nous dire, pour nos enfants, c'est extrêmement important. Cette socialisation, le fait de pouvoir sortir de la famille, d'apprendre avec d'autres adultes, c'est vraiment des choses qui sont extrêmement importantes et on veut pouvoir avoir toujours cette possibilité. Donc, voilà, ce côté, c'est pas simplement occuper les enfants en leur proposant des activités, ça va bien au-delà de tout ça. Il y a d'autres enjeux qui sont derrière ces structures de loisirs et de vacances et qui sont relevées par les parents et qui paraissent d'autant plus importantes en ces temps où le lien social est quand même bien mis à mal. Oui, sans doute. D'ailleurs, vous parliez de conscience qui s'était réveillée justement sur l'utilité de se vivre ensemble par les enfants lorsqu'ils étaient dans ces structures d'accueil. Sans doute que le fait de ne plus y avoir accès a d'une autre façon aussi éveillé les consciences comme un besoin par le manque de plus en plus croissant, et on le voit apparaître. Ange Ansour, je me tourne vers vous parce qu'il y a certains mots, je suis sûre, forcément sur lesquels vous ne pouviez que réagir quand Laurence parle de apprendre autrement, lorsqu'on parle de l'expérimentation qui est quelque chose d'important pour les parents tel que le décrit Natacha Ducatez. Vous, qui vous occupez des Saventuriers, est-ce qu'il n'y a pas cette notion d'expérience et d'apprendre autrement qui est au cœur même, qui est la graine même, le magma même de votre aventure ? Je ne vous entends pas encore, mais je sais que quand je vous entendrai, ce sera encore mieux. D'accord. Et ça y Bonjour est. à tous. Merci de m'accueillir parmi vous. Je suis ravie de pouvoir échanger. Un petit tour d'horizon autour de Saventurier pour commencer. Saventurier École de la Recherche est un dispositif pédagogique que j'ai fondé avec François Teddy au CRI en 2013. Et la spécificité des Saventurier École de la Recherche est d'une part son objectif, qui est multiple, initier les plus jeunes de 3 à 18 ans aux enjeux et méthodes de la recherche scientifique, mais également considérer les enseignants et en règle générale les éducateurs comme étant des pédagogues-chercheurs, parce que ce ne sont pas de simples exécutants, ce sont des concepteurs, ce sont des personnes capables de récolter des données, de les analyser et d'ajuster leur intervention pédagogique en fonction des jeunes qui leur sont confiés. Autre spécificité de Saventurier École de la Recherche, c'est-à-dire c'est un dispositif, comme je viens de vous dire, dont l'objectif principal, c'est les jeunes, mais nous intervenons dans les écoles, au sein des écoles, à travers les projets Saventurier, autour de l'école, dans des ateliers périscolaires, des propositions de formation, de contenu. Donc on a vraiment formation pour les enseignants, formation pour les éducateurs en général, des types d'interventions, et puis également tout un département de R&D où nous explorons de nouveaux champs et de nouvelles façons de faire, de nouveaux outils. Donc parler d'expérimentation et d'innovation pédagogique, ce sont des mots qui sont à la fois très attrayants, mais semés d'embûches. Si je vais revenir sur le terme de innover dans l'apprentissage, moi je ne saurais avoir la prétention de savoir ce qui se passe depuis 1000 ans dans les lieux d'apprentissage pour prétendre ce que c'est l'innovation. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, on a une contrainte sociale qui est différente. Les jeunes, aujourd'hui, grandissent dans un monde marqué à la fois par la conversion numérique, donc décoder, comprendre le statut de l'information, le statut du savoir, le statut de la connaissance, est un petit peu plus compliqué pour eux. Et surtout, on entre dans l'ère des défis climatiques, nous, ce qu'on appelle ça l'âge de l'anthropocène. Et donc, comment faire? Comment les préparer? Et c'est là où le terme de l'expérience est important. Qu'est-ce que l'expérimenter? On peut tout à fait proposer aux jeunes de mener une démarche d'investigation, de s'approprier des recettes scientifiques, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est qu'ils comprennent les méthodes. Comment on part des questions des élèves, des jeunes, de leur curiosité, pour les transformer en un objet de véritable traitement scientifique. Comment je définis une problématique, comment je récolte les informations autour de ça, ce qu'on appelle l'état de l'art, et je finis par partager. On pourra peut-être plus tard creuser la modélisation pédagogique en tant que telle. Bien sûr, on rentrera dans des détails, bien sûr. Voilà, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que, lorsqu'on parle de sciences, c'est pas que les sciences exactes ou expérimentales, c'est également les sciences humaines et sociales, on
peut faire de l'expérimentation, parce que l'expérimentation, c'est pas que manipuler avec les mains, c'est des enquêtes, c'est de la réflexion, en sociologie, en anthropologie, en histoire, dès le plus jeune âge. Et encore, si j'ose, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, cette façon de donner à l'enfant cette capacité de dire je peux faire des amis, je peux interroger le monde, j'ai des outils pour l'interroger de manière rationnelle et de partager mes découvertes et les découvertes de l'autre de manière fondée, argumentative, nous a surtout poussé à se dire tous les indicateurs, quelque part, pour l'école en France sont au rouge. On n'y arrive pas. Nous nous sommes intéressés à ce qui s'est passé à l'étranger. Comment ça se fait? Et on a découvert un des éléments qui nous a le plus étonnés, c'est que les enfants et les adolescents, dans beaucoup de pays, bénéficient de programmes, d'interventions, de dispositifs, on peut appeler ça comme on veut, pour ne pas utiliser les termes uniquement franco-français, de classes découvertes, d'ateliers, de classes de loisirs, où ils peuvent avoir accès aux sciences. Ça peut aller jusqu'à 73% des enfants en Angleterre, 78% en Singapour, alors qu'en France, c'est 8%. Et ces 8%, l'écrasante majorité, c'est soit de la robotique, soit c'est des maths, soit c'est des échecs. Alors que les enfants français bénéficient très massivement d'accès en guillemets à des activités culturelles générales, musées, sport, art, et on s'est dit, pourquoi? On a regardé en France, on s'est vu que c'est effectivement très faible. Et on s'est dit, voilà, on veut que les jeunes entrent comme acteurs réflexifs, capables d'agir dans un monde confrontés aux défis climatiques, on veut les outiller, l'école n'y arrive pas très bien, de toute façon, elle ne peut pas tout faire, et c'est le sens de la coéducation entre les acteurs de l'éducation populaire et scolaire depuis toujours. Comment faire? Et de plus en plus, depuis quelques années, nous proposons des formations, que ce soit aux animateurs des villes, aux centres de loisirs, des contenus clés en main, des types de classes découvertes, des ateliers, tout ça, pour dire, dotons les jeunes de ce capital culturel, scientifique, qui leur manque souvent, auquel ils n'ont pas toujours accès, et que l'école toute seule, elle ne peut pas toute seule. L'école n'est qu'un lieu de savoir inséré dans un territoire, dans un tissu d'autres lieux de savoir. Donc pour nous, il y a enseigner autrement, regarder les contraintes du monde qui vient à nos enfants, à nos jeunes, et dire qu'est-ce qu'il faut qu'on mobilise pour eux. Et ce qui nous semble important, c'est former des citoyens capables d'interroger le monde sur des fondements scientifiques et pouvoir agir dessus. Pourquoi réserver, je donne un exemple, c'est d'une boutade, pourquoi réserver les colonies scientifiques haut de gamme à ceux qui le peuvent financièrement? Pourquoi ce n'est pas accessible à tout le monde? Et nous, c'est notre pari. Formons les jeunes. Demain, s'ils ont la possibilité de former équipe avec d'autres, de partager des valeurs communes, des vocabulaires communs autour des défis climatiques, des défis de l'anthropocène, ou de ce qui va leur arriver, c'est le monde qui sera le leur, on va mentir, pour qu'ils soient acteurs, commençons dès le plus jeune âge à leur dire on vous dote, on vous aide à comprendre, à avoir les outils, les concepts, les méthodes qui peuvent vous aider à affronter ça. Alors en même temps, j'ai l'impression à vous entendre en Jean Sourd par rapport à ce que disait Natacha Ducatès, qu'on ne parle pas des mêmes enfants, d'une certaine façon. D'un côté, on a parlé de l'enfant, j'entendais au travers de ce que vous disiez, Natacha Ducatès, une sorte d'insouciance de l'enfance, comment arriver à vivre ensemble, à s'entraider, à être main dans la main. Voilà, donc c'est une sorte d'enfant un peu intemporel dont j'entendais parler, il me semble. Et puis là, lorsqu'on vous entend, Jean Sourd, là on parle de l'enfant face aux défis de cet âge de l'anthropocène, finalement, qui n'est pas un enfant insouciant, qui est un enfant qui est surconscient du monde qui est en train d'arriver, en luttant contre une forme de déclinisme ou de collapsologie, en disant voilà quels vont être les arguments scientifiques que vous pourrez récupérer, dont vous pourrez vous doter pour vous armer et combattre le monde. Donc on n'est pas sur une question du vivre ensemble, me semble-t-il, on est plutôt sur une façon de comment faire corps pour supporter le futur. Est-ce que c'est comme ça que vous l'abordez ? Je dirais qu'on n'est ce que j'entends de ma collègue Natacha, c'est pas non plus un enfant intemporel. Je n'ai pas les questions de vivre ensemble. Cet enfant qui d'un coup est soulagé parce qu'il peut faire des amitiés. Moi, je construis toutes les angoisses qu'il avait avant, toutes les peurs, et toute cette possibilité de coffre, ce qu'on appelle ce terme de vivre ensemble qui est nouveau et dont on connaît mal les contours, que ce soit scientifiquement ou pédagogiquement. Et moi, je dis en fait,
justement, les enfants, parfois, sont angoissés parce qu'ils ne maîtrisent pas, ils n'ont pas les outils. Et quel meilleur argument leur donner que de dire on n'est jamais seul. C'est dans une pédagogie de la coopération, c'est dans une pédagogie du... Je préfère qu'au vivre ensemble parce que voilà, c'est dans des approches collectives, d'intelligence collective, de mobilisation de nos savoirs, de nos valeurs démocratiques. Où ce monde qui est à venir, qui n'est pas un effondrisme. Moi, je prends à mon compte cette phrase de Patrick Boucheron qui dit « Pourquoi enseigner sinon pour convaincre les jeunes qu'ils n'arrivent jamais trop tard ?» On ne va pas leur tenir, on n'est pas éducateur si on n'est pas dans ce contrat de confiance et de responsabilité vis-à-vis des jeunes. Donc moi, je dirais plutôt, je basculerai la responsabilité du côté des adultes, des encadrants, des éducateurs qui sont enseignants ou des acteurs du tissu qui entoure l'école. Et je dirais à l'enfant, on ne se place pas d'un côté de l'insouciance ou de la sur-angoisse, mais du côté de ce terme angliciste, mais que j'assume complètement, de l'empowerment des enfants, de leur dire, il y a des outils intellectuels, il y a des outils de citoyenneté. Comment j'apprends à prendre des décisions collectives de manière démocratique sur des sujets anodins de la vie quotidienne, comme sur des sujets beaucoup plus complexes. Par exemple, nous avons produit tout un tas d'outils à destination des jeunes de 11 à 18 ans, ou plutôt que âge collège et lycée, avec des juristes pour qu'ils comprennent les enjeux des procès climatiques. Pourquoi la règle du droit est importante dans une société démocratique? Comment on construit une législation? Donc vous comprenez bien, ces enjeux, c'est à la fois de la citoyenneté, à la fois des sciences, à la fois aussi de la prospective. Comment je vais créer des nouvelles lois pour préserver les droits. Donc il y a un côté quand même joyeux dans cette entreprise, parce que nous ne reconnaissons pas, et nous n'invitons pas les enfants à l'effondrisme ni à rien du tout, mais on dit, faites confiance à vos cerveaux et faites confiance à votre intelligence collective. Ouais, on va revenir sur tous les outils. Je ne pensais pas du tout que vous puissiez prôner quelques formes de déclinisme, absolument. On va revenir aussi à cette question de coopération dont vous parliez tout de suite avec Pierre Thomas. Mais je vois qu'il y a déjà une question qui vient d'arriver, donc je me tourne vers vous, Laurence Penescari. Que demande l'internaute? Alors, que demande l'internaute? Alors, c'est pour rebondir effectivement sur l'intervention à la fois de Natacha, de Lovlège et de Ange Ansour, très intéressante. Tout de suite sur la remarque de la volonté, en tout cas, de rendre accessible ce type de séjour au plus grand nombre, de démocratiser ce type de séjour que nous, au PEP, en tout cas, on partage pleinement. C'est-à-dire que, effectivement, pour que ce soit pour tous et partout. Et alors, une question qui arrive tout de suite, c'est la place de l'adulte animateur. Est-ce qu'on est animateur? Est-ce qu'on est accompagnateur? Et quel accompagnement de cet adulte, justement, pour amener les élèves et les enfants et les jeunes à découvrir, à expérimenter, à aller vers de la démarche expérimentale comme vous la présentiez tout à l'heure. Je ne sais pas si la question s'adresse à moi ou à Natacha. Elle s'adresse en fait à la fois à vous, à la fois à Natacha, et puis ça ouvre sans doute sur Bien sur sûr, les on va interventions poursuivre après. Mais Ange Ansour, si vous voulez en effet répondre justement sur la place de l'adulte comme relais, quelle forme? Comment considérer l'adulte dans ces conditions, qu'il soit animateur, éducateur, enseignant? C'est effectivement une posture d'accompagnateur, une posture de guide, et c'est pas comment dirais-je, dans tous les dispositifs que nous déployons autour de l'école comme au sein de l'école, il ne s'agit pas d'adultes sachants. Ça ne veut pas dire non plus qu'il abandonne la responsabilité des savoirs, qu'ils soient des savoir-faire, des savoir-être ou des savoirs scientifiques qu'il peut avoir. Mais c'est vraiment accompagner les jeunes avec rigueur dans la démarche. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être doté d'un bagage scientifique important pour comment dirais-je, pour pouvoir accompagner ces jeunes. Nous avons par exemple développé des démarches de formation à des contenus scientifiques
Par exemple, on peut faire toute une semaine, que ce soit en classe découverte ou en classe de séjour, ou une semaine climat, et on forme les animateurs des villes, les animateurs d'écolo à la prise en main à la fois des méthodes de recherche. Comment je peux accompagner en confiance les enfants dans leur questionnement? Comment je ne peux pas les brider dans leur curiosité et leur motivation? Mais également, être un petit peu exigeant. Leur dire, la curiosité c'est très bien, la motivation c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Il faut faire un effort un petit peu plus supplémentaire, même si c'est de manière ludique et collaborative, ça, parce qu'il faut comprendre les enjeux, il faut comprendre les notions scientifiques, il faut surtout produire ensemble un artefact, un objet, produire ensemble un projet, produire ensemble une petite vidéo, peu importe, ou une action collective, locale, et comprendre son impact. Donc, je dirais que les débats sur la posture de l'adulte, est-ce qu'il est accompagnateur, est-ce qu'il est sachant, on l'a, j'espère, un petit peu, en guillemets, dépassé aujourd'hui en disant les adultes sont vraiment des pédagogues-chercheurs. Je reviens sur ce terme. Ils sont capables d'analyser une situation, un environnement d'apprentissage et d'apporter dans leur bagage d'animateurs, d'éducateurs, d'enseignants les bons gestes, mobiliser les bons leviers pour la situation qui leur est donnée. Et c'est pour ça que cette formation, elle est à des formations à des contenus, mais également à cette malléabilité pédagogique à quoi on reconnaît un adulte accompagnateur, c'est celui qui dispose d'une large palette de modalités d'intervention pédagogique. Je dirais, voilà, c'est appelé à cet esprit de recherche, cet esprit de curiosité des adultes accompagnateurs. Natacha, vous souhaitiez dire un mot sur cette posture de l'adulte, justement, quel rôle prendre toutes ces formes telles le décrit Jean Sourd. Il y a aussi cette notion de tutorat aussi qui est parfois intéressant, qui n'est pas forcément celui qui connaît, mais qui est celui qui accompagne. Qu'est-ce que vous diriez, vous, rapidement? Et après, je me tournerai vers Pierre Thomas très vite. Alors, encore une fois, je ne parlerai pas des pratiques des professionnels, mais je vais revenir sur la perception des familles. Alors, ça va peut-être ne pas plaire ce que je vais dire, mais ce qui est sorti dans les résultats de cette étude sur le vivre ensemble, c'est que oui, on sait qu'on apprend en centre de loisirs, en colonie de vacances, que ce soit les enfants ou les parents. Effectivement, mon enfant a développé certaines capacités. Mais sur ce qu'on appelle les habilités sociales et de comportement, donc là je ne parle pas de capacité à savoir apprendre tel jeu ou etc. Vraiment sur tout ce qui revient sur le relationnel qui est en lien avec ce vivre ensemble, eh bien les familles n'ont pas forcément conscientisé de façon très claire le rôle des équipes pédagogiques. On sait que l'enfant développe des capacités. En tant qu'enfant, je sais que j'ai appris telle ou telle chose, mais on ne se rend pas forcément compte de comment c'est produit et du rôle que les équipes vont avoir dans ce développement de capacité. Donc voilà, c'est en tout cas quelque chose qui peut poser question aux professionnels, même si ça n'interroge pas du tout leur pratique, mais ça interroge en tout cas la perception que l'on peut avoir quand on est en face. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Pierre Thomas? Donc, vous êtes, je rappelle, secrétaire général de l'OCCE, qui est l'Office central de la coopération à l'école. C'est dans votre ADN, hein, cette notion de coopération, quand on parle depuis tout à l'heure de produire ensemble, de vivre ensemble, de produire ensemble, de construire ensemble, qu'on le fasse face vis-à-vis d'un cap, d'un défi, tel que le définit Jean Sourd, d'une recherche tel le définit Jean Sourd, ou de façon plus à spectre large, tel que le décrivait Natacha Ducatès. Vous, quelle est votre perception? Ma perception, effectivement, elle est liée à déjà tout ce qui a été dit, et j'en suis ravi de l'avoir entendu. Effectivement, notre perception et qui s'est exacerbée par rapport à la période pandémique que nous vivons, c'est que voilà, les enfants sont confrontés à un isolement, ils se retrouvent tout seuls face à un écran, les copains ne sont plus là, ou du moins ils sont loin, ils ne sont pas aussi proches que ceux qui arrivent en classe. Et donc, partant de là, on s'aperçoit qu'il y a un énorme besoin et que ce vivre ensemble n'est pas uniquement quelque chose de factice qu'on décrète comme ça, c'est une nécessité sociale, et cette nécessité sociale
comme ça a été dit, la classe, l'école, c'est une micro-société dans laquelle les rapports humains sont primordiaux par rapport à l'installation des apprentissages qui en découlent. De la même façon, ma perception des choses liées à la posture de l'enseignant, elles sont là aussi dans ce qui a été dit. On a passé une période où il était nécessaire de transmettre les savoirs. C'est-à-dire l'enseignant était dans cette posture, c'est je sais tout, les enfants, écoutez-moi, je vais vous dire ce qu'il faut que vous reteniez, ce qu'il faut que vous mettiez dans votre crâne. Et on est passé de cette phase-là à une phase qui est complètement différente et qui, aujourd'hui, peut-être prend de l'ampleur. J'espère que ça prendra encore plus d'ampleur à cause de justement c'est la fin de cette pandémie où on constate à quel point il est nécessaire de s'écouter, de s'entendre, de travailler au respect des idées ou des conceptions des autres pour pouvoir construire sa propre personne. Alors, je pourrais faire allusion à tout ce qui a déjà été dit, mais j'ai envie de prendre comme enjeu, en fait, ce qui fait notre ADN à nous en termes de coopération, c'est-à-dire le conseil d'enfants ou le conseil de coopérative. Ce conseil de coopérative, il n'a pas d'autre but que de confronter les enfants à la régulation de leur propre vie à l'école et en classe. Donc, d'une façon tout à fait pragmatique, on pourrait dire qu'il s'agit simplement de se mettre autour de la table pour discuter de la façon dont on va mettre en place tel ou tel projet, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Et c'est ce qui nous intéresse, c'est qu'une fois qu'on s'implique dans le développement de ces conseils de coopérative, eh bien, on en arrive à mettre en place une vraie pédagogie coopérative. Et cette pédagogie coopérative, elle rejoint tout ce qui a été dit. Mettre en place un projet pour faire une classe de découverte, quel qu'en soit le contenu, mettre en place un projet autour d'un spectacle, d'une production artistique. On va s'entourer de professionnels pour avoir des conseils, on va prendre conscience qu'on peut faire passer avec son corps des messages, on peut faire passer avec son langage ou sa diction un message particulier. On peut aussi discuter d'un projet autour de l'environnement. Et c'est tous ces projets-là, cumulés, qui vont aussi installer la pédagogie coopérative. Et j'y ajouterai aussi cette notion que dans la mesure où un enfant a conscience que sur un point donné, il est plus compétent, il est plus à l'écoute de ses camarades et qu'il est en capacité à accompagner un autre élève, eh bien, on peut mettre en place au sein de la classe du tutorat, de l'aide, de l'entraide entre élèves pour constituer les apprentissages, pour conforter les apprentissages. Et tout ça, évidemment que l'enseignant se retrouve là dans une posture qui est complètement différente de celle que je décrivais, à savoir un transmetteur de savoir. Là, on est sur complètement une autre dimension. Alors justement, vous organisez, pardon, je ne pensais pas vous interrompre, pardon, vous organisez beaucoup de formations, des centaines de formations par an qui sont centrées justement sur ces fondamentaux de la classe coopérative. Alors concrètement, finalement, qu'est-ce que vous mettez comme ingrédient dans ces formations ? Quelles sont vos lignes directrices pour parvenir à la théorie dont on parle ? Oui, nos lignes directrices, c'est de replacer l'enfant au cœur du système dans lequel il est, pour qu'il puisse à la fois développer ses compétences à être citoyen et donc à être acteur de ses apprentissages. Donc là, mais je pense que je redis ici ce qui a déjà été dit tout à l'heure par Jean-Sour, entre autres. Mais c'est bien ça le fait même d'une notion d'apprentissage. C'est le fait de pouvoir non pas s'intéresser à la matière sur laquelle je suis en train de travailler, mais à la façon dont j'aborde ce travail. Et si j'aborde ce travail avec une conscience de ce que je suis en train de faire, eh bien à ce moment-là, c'est moi qui grandis. Et je prends l'apprentissage au moment où il arrive. Et je ne suis pas en train de me dire qu'il y a quelque chose d'extérieur qui va rentrer en moi, que je vais tout d'un coup avoir une connaissance scientifique ou une connaissance théâtrale. Non, c'est parce que je pratique que je prends conscience que je suis capable d'apprendre là-dessus. Et c'est ça qui nous
qui nous porte, c'est-à-dire que dans nos formations, nous mettons les enseignants, les formations que nous destinons aux enseignants, nous mettons les enseignants en situation de produire, d'apprendre collectivement et on leur montre à quel point est-ce que cette façon de faire pour eux adultes est tout à fait transposable vis-à-vis des enfants. Et c'est bien parce qu'on va amener les enfants là aussi à produire, à faire, qu'ils vont ensuite comprendre pourquoi ils sont là, pourquoi ils sont à l'école et pourquoi ils ont la possibilité, par le biais de la coopération, à grandir, tout simplement à grandir. En fait, ce que j'entends au travers de ce que vous dites, vous, l'angle qui même si en effet ça résonne bien avec ce qui a été dit avant par nos autres expertes, c'est que pour vous, l'angle de cette coopération, c'est aussi de faire jaillir en chacun la confiance pour pouvoir arriver à grandir et à avancer. La coopération permet ça. Ce n'est pas uniquement après le fait d'être citoyen, d'être acteur, d'être conscient du monde. C'est avant tout la confiance pour pouvoir grandir, c'est ça? C'est tout à fait ça. C'est la confiance en soi, la confiance en l'autre, le respect des avis différents et des processus de réflexion différents. C'est tout ça à la fois. De la même façon, c'est aussi l'écoute, c'est-à-dire que il ne suffit pas, il faut une écoute active pour pouvoir comprendre l'avis de l'autre, l'avis d'autrui, et percevoir, dans le respect de la personne, percevoir ce qu'il y a de différent. Mais ce qu'il y a de différent nous ramène à ce que nous avons d'identique, c'est-à-dire notre capacité à réfléchir. Et ça, c'est quel que soit les avis divergents que l'on peut avoir, le fait qu'on reconnaisse en l'autre sa capacité à réfléchir, c'est une façon d'être citoyen et de reconnaître la présence de l'autre et le travail collectif. J'aimerais qu'on continue à parler de tout ça avec vous, Sophie Dargelos, pour justement comment ces formations sont des leviers pour arriver à prendre sa place dans sa propre vie, dans sa confiance, dans grandir, mais aussi sa place dans la société. Je rappelle que vous êtes directrice nationale des programmes conditions de vie, d'éducation et d'action des enfants et des adolescents. Est-ce que vous, par rapport à ce qui a été dit jusque-là, vous voulez réagir, poursuivre quel est votre retour? Je crois que je vais poursuivre à partir de deux termes que Pierre vient d'évoquer à l'instant. Pour faire le lien, moi aussi, comme ça a pu être fait précédemment par mes collègues, entre ce qu'on cherche en termes de qualité éducative et ce qu'il s'agit donc de faire en termes de formation des adultes, des éducateurs. Et lorsque je parle des adultes éducateurs, je parle des animateurs, des enseignants, de tous les intervenants auprès des enfants. Je vais tenter de dire éducateurs tout le temps. Les deux termes que tu viens de donner, Pierre, j'ai envie de reprendre cela, c'est confiance et écoute. Et je pense qu'aujourd'hui, alors au titre des Francas, et je vais illustrer comment je vais illustrer mon propos tout simplement. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes encore dans une société qui, malgré la Convention internationale des droits de l'enfant, malgré ce que le défenseur des droits dit depuis un certain temps, les adultes ne savent pas toujours faire confiance et ne savent pas toujours écouter pleinement les enfants sans porter un regard adulto-centré sur ce que sont les enfants et sur ce qu'ils devraient être pour projeter un peu sur l'avenir. Je crois que effectivement le travail qu'on a à faire en tant qu'adulte, en tant qu'éducateur, et peut-être que les familles le font davantage que d'autres éducateurs. Je crois qu'on a à prendre en compte davantage ce que nous disent les enfants. La Fédération nationale des Francas a cette logique-là dans son ADN. Le conseil d'enfants dans la classe, disait Pierre,
On a mis en place le conseil d'enfants dans les centres de loisirs il y a quelques années. Mais aujourd'hui, depuis 2019, on a installé un site de recueil de paroles d'enfants, le site Enfants Acteurs Citoyens, qui est un site grand public. Vous pouvez y aller et vous y trouverez un certain nombre d'expressions d'enfants. Et ces enfants nous disent un certain nombre de choses que nous avons analysées avec une équipe universitaire. Je vais être rapide, on pourra y Non, mais c'est revenir. très intéressant. Alors, dites-nous à peu près ce qui ressort là. Et d'ailleurs, Voilà. quand est-ce que vous avez recueilli ces paroles? Parce que vous savez, tout comme moi, aujourd'hui, qu'on recueille une parole en 2019, en 2020 ou en 2021, elle dit quelque chose avec une petite coloration différente. Alors, vous faites bien de m'interpeller là-dessus. On a commencé en 2019 et ça continue. C'est D'accord. quelque chose qui va perdurer et qu'on a installé, enfin qu'on a mis en avant en 2020 avec Raconte ton confinement, Raconte ton déconfinement, voilà, des interpellations auprès des enfants et des adolescents. Ce qui ressort de l'analyse faite, qui est corroborée par une enquête aussi que nous avons fait faire en février 2020, c'est que les enfants sont très sensibles à tout ce qui est relations sociales. Première chose. Et notamment, évidemment, je crois que c'est Natacha qui l'évoquait à travers le travail fait par Lovelace, tout ce qui est relation avec les copains, les copines, Pierre évoquait le tutorat, mais tout ce qui est relation entre pairs. L'entraide, la solidarité, c'est ça. Alors, ils ne le disent pas comme ça. L'intérêt d'aller à l'école, c'est d'y trouver des pairs. L'intérêt d'aller au centre de loisirs ou en colo, c'est de pouvoir y aller avec des copains. Et parfois, le refus de fréquenter des structures collectives est lié au fait qu'on ne va pas retrouver les copains. Et finalement, de ce point de vue-là, les enfants et les adolescents sont comme les adultes. Ils apprennent par la relation avec des pairs, ils apprennent par les relations sociales et ils vivent dans un univers fait de relations sociales. Regardons-nous fonctionner. Qu'est-ce qui nous fait heureux ou triste? Je vais aller vite. C'est aussi la qualité des relations sociales que nous entretenons. Qu'est-ce qui fait que le confinement a pesé sur les têtes d'adultes et sur les têtes d'enfants? C'est bien le manque de relations sociales et de relations humaines. Deuxième point qui est évoqué par les enfants et les adolescents de façon assez singulière et originale, c'est la question des droits. La question des droits de l'enfant, la question des atteintes à ces droits, la question des discriminations. Et finalement, les enfants ont deux registres de ce point de vue-là, les enfants et les adolescents. Hein. Chaque fois, je parlerai, je pense aux deux. Ils ont d'une part un registre d'indignation vis-à-vis de tout ce qui est le registre des discriminations. Ils disent vivre de façon très forte, y compris par des choses que nous pouvons parfois considérer comme anecdotiques, des atteintes dans la cour de récréation. Non, tu n'es pas habillé correctement, tes fringues sont moches, je ne jouerai pas avec toi. Je retrace là quelques-uns des propos que nous avons collectés. Et d'un côté, ils parlent de ces discriminations et de notre côté, ils expriment peu de choses sur leur droit d'expression, leur droit de participation. Et je boucle la boucle avec des choses qui ont été dites précédemment. Ils l'expriment peu tel que nous appréhendons ces droits de participation. Par contre, ils signifient souvent, à leur façon à eux, qu'ils sont peu écoutés par les adultes, que la démocratie scolaire, c'est un mot, qu'au centre de loisirs, on ne prend pas bien en compte ce qu'ils proposent. On va leur demander des choses, on va leur proposer de choisir des choses, mais on ne va pas tenir compte complètement de ce qu'ils aimeraient faire. On ne va pas leur permettre de manger à la cantine avec leurs copains. Ils expriment finalement des petits droits du quotidien qui ne sont pas pris en compte et parfois même ils vont inventer des petits droits du quotidien
que nous n'aurions pas idée d'appréhender. Ce que vous dites Et pour là, revenir à votre... oui, pardon. Pardon. Non, allez-y, Et je je vous en voulais prie. boucler avec la question de la formation. Je crois que s'il y avait, puisque c'était un peu aussi votre questionnement initial, je crois que s'il y avait une chose à faire, en plus de ce que nous faisons déjà sur la formation des éducateurs, ça serait de leur expliquer comment arriver à se débarrasser un petit peu, je suis modeste, de certaines formes d'adultocentrisme, d'un comportement où finalement l'enfant n'est pas complètement un alter ego, et finalement de tenter de considérer que les enfants ne sont pas seulement des citoyens en devenir, mais sont des citoyens à leur hauteur, avec lesquels ils peuvent construire un parcours éducatif, des propositions pour améliorer l'école, pour faire fonctionner le centre de loisirs différemment, voire même pour co-construire des politiques éducatives territoriales. Par rapport à ce que vous décrivez là, Sophie d'Argelot, c'est très intéressant parce que, et je me tourne vers vous, Laurence, c'est très intéressant parce que quand on formule cet enjeu de tableau ronde qui est de savoir les modalités de la participation dans le champ de l'éducation, la question qu'on pose au travers de ça, c'est, on commence à l'aborder depuis tout à l'heure, voilà comment faire favoriser le vivre ensemble chez l'enfant, comment l'aider à faire société, comment l'aider à prendre confiance en lui, comment aider à coopérer, comment l'aider à être un chercheur d'une certaine façon, tout comme un scientifique le serait, tout comme un savant le serait, c'est tout le propos des aventuriers. Mais il est vrai qu'on peut faire tout ça à partir du moment où il y a une condition d'office, c'est que l'enfant est entendu et que si le regard de l'adulte, adulto-centré pour reprendre votre formule, l'écrase et finalement ne lui donne pas place, ça ne l'aidera pas à se développer en tant que citoyen, acteur participatif, actif dans sa vie d'adulte demain. Tout à fait, et je vais rebondir avec, on a beaucoup de questions. Le sujet interpelle beaucoup et c'est très intéressant. Notamment une question qui était plutôt tournée vers Monsieur Thomas, mais qui voudra répondre, répondra, sur la question de l'évolution de la formation continue des enseignants notamment. Quel est le regard que vous portez sur cette évolution de cette formation continue et en quoi elle a contribué justement à faire évoluer les pratiques pédagogiques? Si elle a fait évoluer les pratiques pédagogiques, vous pouvez nous apporter votre regard. Et on parle de la formation des enseignants, mais aussi l'évolution de la formation professionnelle des animateurs, des encadrants de manière générale. Et puis, j'élargirai la question parce que je vois que le temps passe aussi. C'est vrai, ça arrive. On parle d'évolution. En quoi, comment, avec l'évolution de notre société, qui est une société de consommation aussi, où effectivement des enfants viennent consommer de l'activité parfois, mais malgré tout, comment, dans ce cadre, dans ce contexte, comment on peut donner à l'enfant la possibilité d'être acteur de son séjour, de son accueil collectif, de son projet, comment articuler la pratique de l'activité et le fait de construire un projet, de construire un séjour. Alors, il y a deux questions en une. Je suis désolée, je vous en... Alors, Pierre Thomas, allez-y. Et puis ensuite, on va faire tourner la parole. Vous me ferez un petit signe qui veut parler. Oui, concernant la formation continue des enseignants, je vous prierai de poser la question directement à l'Éducation nationale. C'est pour aller plus vite, c'est gentil, c'est gentil. Voilà. Bien. Alors, je vais vous parler un petit peu plus tôt de la formation des enseignants telle que nous la vivons. Depuis un certain nombre d'années, nous avons de plus en plus de demandes d'enseignants, d'équipes d'enseignants qui veulent notre intervention sur des domaines comme le climat scolaire, sur le fait de mettre en jeu de la coéducation avec les parents d'élèves et les enfants eux-mêmes dans des apprentissages qui sont, je dirais, complémentaires de l'école, et notamment dans la construction des séjours, des classes de découverte. Donc, la formation des enseignants, en fait, nous avons beaucoup travaillé dernièrement, depuis maintenant 3 ans,
sur le fait de développer des ressources pour que les enseignants puissent s'observer en situation d'enseignement. Et le cumul de ces ressources nous a permis de prendre conscience à quel point il y avait un décalage entre la perception que l'enseignant a de sa classe et la perception qu'il en a quand il s'observe en tant qu'enseignant. Et ce décalage-là permet des prises de conscience et une formation qui est beaucoup plus rapide ensuite sur la qualité du geste professionnel, la posture de l'enseignant et la façon dont il distribue la parole à ses élèves. Moi, j'ai été toujours très, très sensible quand on pose la question à un enseignant sur la parole des élèves, comment est-ce qu'il considère la parole des élèves, la première réaction de l'enseignant, c'est « Ah oui, ils font que parler ». Et en fait, quand on se retrouve en situation réelle de classe, hein, on filme une classe, on voit comment ça se passe, ben, on s'aperçoit qu'en fait, eh ben oui, l'enseignement, il est auto-centré sur l'adulte. C'est l'adulte qui détient 90% ou 80% du temps de parole par rapport aux élèves. Et les élèves sont très souvent cantonnés dans le fait de devoir simplement répondre à une question qui leur a été posée et pas dialoguer, discuter, mettre en jeu ce qu'ils ont compris. Ce qui est donc... et c'est très enrichissant pour les enseignants de se rendre compte de ces situations quand ils s'observent en tant qu'enseignants. Après, il y a... oui. Évidemment que cette masse de ressources que nous avons développée, on essaye là maintenant de la construire avec l'aide de scientifiques qui nous accompagnent et j'allais dire des chercheurs en pédagogie pour pouvoir en faire, au-delà d'en faire un observatoire, d'en faire maintenant un conservatoire, c'est-à-dire quelque chose qui pourrait nous permettre d'avoir une base de travail permettant d'asseoir nos formations sur ces exemples-là et sur la façon dont on peut faire évoluer les mentalités dans ces apprentissages liés à la formation. Après, pour vous dire, la difficulté que nous avons par rapport à la fois à cette pandémie et à la construction collective des séjours, je dirais que notre perception est double. Et je vais essayer d'être bref. Il y a d'une part la nécessité pour que les élèves et que les enseignants vivent correctement le séjour, il faut qu'il soit construit avec les familles, avec les enfants eux-mêmes. Sinon, eh bien, on est uniquement dans du tourisme, de la consommation. Et a priori, l'éducation nationale n'a jamais promu ce genre de classe de découverte. Et bien sûr que ça échappe complètement si on est dans une situation de consumériste touriste, bah, on n'est plus du tout dans une construction pédagogique ni du citoyen, ni des savoirs qu'on va y apprendre. Donc voilà, moi je crois que il est nécessaire de remettre au centre du débat l'ensemble des partenaires de l'éducation populaire pour faire en sorte que les classes de découverte soient véritablement, alors je ne vais pas utiliser un mot qui fâche parce que pour avoir participé à beaucoup de colonies de vacances, j'ai jamais eu l'impression de n'avoir rien appris en allant en colonie de vacances. Et je crois que les classes de découverte peuvent être un vrai support d'apprentissage dès lors qu'il y a bien une cohésion et une coéducation entre le centre d'accueil qui propose des activités pédagogiques, des activités scientifiques, des activités artistiques, selon des méthodes coopératives, et je sais qu'elles existent, hein, je ne prétends pas être propriétaire de cette pédagogie coopérative, je ne prétends pas me dédouaner de tous les partenaires de l'éducation populaire. Donc, pour moi, nous avons à nous recentrer au sortir de cette pandémie sur la nécessaire collaboration que nous devons mettre en place entre toutes les associations porteurs de l'éducation populaire pour faire en sorte que ce soit les séjours de vacances, que ce soit les classes de découverte, il y ait un nouveau dynamisme qui soit entrepris à ce sujet.
Faire évoluer l'apprentissage tel que vous le disiez à l'instant, Pierre Themas. Comme vous le dites, vous voulez redonner une sorte de deuxième coup d'accélérateur aux sorties de la pandémie. En fait, ce qui est intéressant, c'est quand même, à vous entendre, il y a la question de faire évoluer les apprentissages, mais en même temps, le monde lui-même est totalement en mouvement, on le voit bien. Il y a eu cette pandémie qui a accentué un manque, qui a fait ressortir un manque de relations sociales. Comme vous le disiez tout à l'heure, Jean Sourd, il y a la question du défi climatique. Donc en fait, en réalité, on est dans une société qui est en mouvement de façon très accélérée. Et donc se poser la question de faire évoluer les apprentissages ou les méthodes d'apprentissage, c'est très complexe parce que en même temps, le monde évolue très vite, la société évolue très vite. Alors vous disiez tout à l'heure, vous aviez aussi des outils que vous développiez. Et je pense que ce serait intéressant que vous nous disiez aussi quel genre d'outils, face à toute cette mouvance permanente, cette dynamique en même temps qui est porteuse, mais qui fait qu'on ne sait pas vraiment sur quoi s'arrêter, qu'est-ce que vous donnez comme outil auquel on peut s'accrocher, quelle rampe après tout? Alors c'est là où le micro de nouveau se rebranche et Jean Sourd rentre en scène. Merci. Oui, effectivement, ce que vient de dire Pierre Themas, c'est vraiment une véritable résonance. Il ne suffit pas de dire il y a des outils qui existent et comment les opérationnaliser. Quels sont les outils que je peux, en tant que aventurier, école de la recherche, proposer? Quelque part dans leur nature à l'extérieur ressemblent à bien d'autres ressources. Des cycles de formation, mais qui ne sont pas hors sol, qui portent toujours sur des outils qui sont exploitables à l'issue de la formation. Donc ça s'adresse à des éducateurs, à des enseignants, à des animateurs de ville. Il y a également un nombre d'outils que je dirais qui accompagnent les éducateurs vers l'autonomie. C'est-à-dire il ne suffit pas de former les animateurs, les intervenants à tel ou tel kit ou telle ressource, mais également les former à prendre une autonomie pour qu'eux-mêmes puissent constituer à terme des outils, identifier d'autres ressources, les intégrer, les modifier, parce que si on fait le pari qu'ils sont aussi des pédagogues chercheurs, ils ont le pari de faire évoluer des contenus qu'on leur donne tout près. Donc des ressources, des formations, mais également une communauté. C'est-à-dire que S'Aventurer École de la Recherche, c'est un laboratoire, un co-laboratoire constitué d'éducateurs, de professionnels d'éducation au sens le plus large. De l'enseignant, du cadre associatif, de l'intervenant, de l'inspecteur, enfin, nous, on accompagne des cités éducatives, on voit à quel point la synergie entre tous les acteurs est intéressante, et des chercheurs et des experts. Donc c'est très intéressant de voir les savoirs professionnels et les savoirs scientifiques se croiser pour produire des outils pour les jeunes. Comment on fait? On procède par ce qu'on appelle des laboratoires éphémères. Pendant un temps délimité, on réunit les professionnels autour d'une problématique ou en vue de la production d'un outil précis, un jeu ludique, un référentiel, une semaine de vacances, peu importe. Enseignants, professionnels éducatifs au sens large et chercheurs vont travailler ensemble. On a un cadre avec un nombre limité d'ateliers. Et pour chaque atelier qui constitue le cursus, le procédure de laboratoire éphémère, on l'appelle laboratoire éphémère parce que ce n'est pas un laboratoire classique qui va perdurer au-delà de l'outil, de la production. Et ils ont un outil d'identification des besoins, un atelier d'identification des besoins, un atelier où on fait l'état de l'art, mais également le benchmark, un atelier pour produire, un atelier pour se faire évaluer par les autres. Donc on est arrivé à un temps T de la production dans ce laboratoire éphémère. On donne sa production intermédiaire à un autre laboratoire éphémère, on récupère les leurs et on les évalue comme des vrais chercheurs. Et après, on améliore et on produit un outil qui sera bénéfique pour toute la communauté. Vous voyez, il y a des outils tout faits et il y a également des procédures. Mais pour revenir à ce que vous disiez, Pierre, qui m'a beaucoup interpellée, comment faire cette éducation, je pars toujours de la situation de problème suivante qui contraint les éducateurs, quels qu'ils soient, même les parents, à réfléchir. Prenons un enfant, une petite fille, un petit garçon, qui va rentrer à l'école là en septembre, en petite section de maternelle. Septembre 2021, il rentre à l'école. À l'horizon de 2040,
l'école est finie pour lui, il va passer dans le monde professionnel, à l'université, peu importe. Quelles sont nos options pédagogiques? On sait bien que si on n'agit pas maintenant, en 2040, les enfants, quand ils auront 18 ans et qu'ils vont entrer dans le monde adulte, n'auront presque peut-être plus que leurs yeux pour pleurer. Quelles sont nos options? Et c'est là où on se rend compte qu'enseignants, chercheurs, éducateurs au sens large, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix à part travailler ensemble, construire des projets ensemble, ouvrir les écoles aux autres lieux, que les autres lieux viennent à l'école. Et parce que sinon, nous abdiquons notre responsabilité d'éducateur. Et ça, c'est très, très important. Donc, pareil, je reviens à votre idée de classe découverte parce que ça m'a beaucoup interpellée. On crée également des classes découvertes, sciences en général, ou climat, ou environnement, ou numérique et environnement, peu importe, mais qui ne sont pas forcément avec des unités. On peut les accueillir dans des lieux, des laboratoires de recherche, où les enfants vont venir pratiquer sur lieu et repartir. Mais ça implique en préalable une co-construction entre les enseignants, les lieux d'accueil, les animateurs. Et ça montre à quel point nous autres, éducateurs, aujourd'hui, nous devons endosser notre responsabilité. Je dirais, on reviendrait presque à ce mythe des hussards de la République, on dirait des hussards verts de la planète, parce que les jeunes, ils nous interpellent dans notre responsabilité pour garder cette insouciance dont vous parliez au départ, Natacha. Est-ce que Sophie Dargelos, par rapport à cet enjeu, vous qui suivez aussi les enfants depuis longtemps, est-ce que par rapport à cet enjeu qui se pose aujourd'hui, comme s'il y avait une accélération du besoin de former les enfants à une conscience du monde, à une conscience de participation constructive, citoyenne demain, est-ce que vous sentez aussi cette urgence dans la façon de les aider à se développer, à apprendre différemment, à se construire différemment? Je crois qu'ils apprennent différemment, de toute façon, déjà. Je n'ai pas les chiffres en tête, ça fait trop longtemps que je regarde grandir des enfants et des animateurs pour retenir tous les chiffres, mais les connaissances de notre société évoluent de façon surmultipliée depuis quelques années. On apprend partout. C'est une universitaire, Anne Barrère, que j'apprécie beaucoup, dont j'apprécie beaucoup la lecture, qui parle d'école buissonnière. On apprend partout aujourd'hui. Les adultes apprennent partout, les enfants peuvent apprendre partout. Donc je crois par contre que ça, il faut qu'on le prenne en compte. Je souriais en me disant, on est ici avec les pupilles, chez nous, dans l'éducation populaire, et on pose la question sur la formation des enseignants. Posons-nous aussi simultanément, effectivement, la question de la formation des animateurs, et notamment de la formation aux enjeux éducatifs du siècle dans lequel nous vivons ensemble, enfants et adultes. Et pour moi, un des enjeux, et je vais faire le lien avec le contexte de pandémie, un des enjeux, c'est le monde de l'incertitude, c'est le monde des grandes évolutions d'une société où le développement durable est essentiel, où le numérique est essentiel et où des choses se jouent. Il faut apprendre à vivre avec l'incertitude qui passe par des attentats, une pandémie, des risques de chômage, des risques de non-travail, un ascenseur social qui est cassé, etc. Je ne veux pas qu'on aille se suicider en sortant de cette table ronde, ni qu'on dise tout ça aux enfants comme ça. Ce n'est pas ça mon propos. Mais il faut effectivement qu'on intègre ces enjeux-là et qu'on fasse en sorte qu'on construise collectivement, tous les éducateurs, des parcours possibles pour penser la science. Ange-Ansour l'évoque, le numérique, on l'a évoqué, ou ça a été évoqué précédemment, mais je crois que c'est aussi aujourd'hui quelques repères autour du débat visé philosophique. Les Francas portent beaucoup ce genre de choses, et puis pas que les Francas, bien évidemment, mais je crois qu'il faut qu'on fasse en pensant la société, non pas comme une société problème, mais comme une société face à laquelle on doit se doter d'un corpus de repères pour réagir. Et c'est ce qu'il faut apprendre aux enseignants, aux animateurs et aux gamins.
Et si on le travaille avec des enseignants et avec des animateurs, ils seront d'autant plus à même de le faire avec des enfants dans une dynamique d'isomorphisme sans doute. Et je crois enfin, pour finir mon propos, que nous ne pouvons pas aujourd'hui faire, et je reviens sur ma logique initiale et mon premier propos, nous ne pouvons pas faire aujourd'hui sans intégrer la culture des enfants. Dans les années 60, des parents se battaient contre la culture yéyé. Aujourd'hui, il faut que des adultes qui accueillent des enfants les accueillent en pleine conscience de ce qu'ils sont et de ce qu'ils portent. Je fais partie des gens qui disent que dans une classe de découverte, dans une colo ou dans un centre de loisirs, on ne peut pas dire aux gamins d'emblée, tout à craque, laissez une partie de ce que vous êtes. Donc, laissez votre téléphone portable. Par contre, il y a des façons d'apprendre à conjuguer différemment le consumérisme, à conjuguer différemment l'outrance et le poids du numérique et des fake news. Il y a des tas de choses à travailler avec les enfants, mais faisons en sorte de prendre en compte leur culture, leurs pratiques sociales, leurs pratiques culturelles, leurs pratiques amicales. Nous n'accepterions pas d'être invités chez des gens et qu'on nous dise de revêtir un uniforme en entrant chez ces gens-là. Aujourd'hui, on porte un masque, des raisons bien précises, mais on n'en est pas encore à l'uniforme. Faisons en sorte d'être respectueux de ce que sont les enfants et les adolescents que nous avons fabriqués. Ça pourrait être presque un mot de conclusion, hein, chère Sophie Dargelos, mais il reste une question d'internaute dont vous allez vous faire l'écho rapidement, Laurence, si vous voulez bien, et ensuite on conclura. Oui, très rapidement, pour rebondir à la fois sur ce que vient de dire Sophie Dargelos, sur la question de on apprend partout. Je trouve que c'est extrêmement important. On apprend dans tous les lieux, dans lesquels les enfants vont. Et puis ce que disait aussi Jean de Sourds sur finalement la question de la coéducation, où finalement l'intérêt d'ouvrir tous les lieux pour tous. On ouvre les écoles, on ouvre les accueils de loisirs, on ouvre les accueils collectifs de mineurs au sens large, enfin toutes les structures qui accueillent des jeunes pour tous. Et finalement, c'est ça aussi le partage et l'apprentissage des pairs par les pairs aussi. Et finalement, il y a une dernière question qui arrive, qui dit comment et en quoi l'éducation populaire contribue finalement à donner une vraie place à la participation des jeunes aux vacances. Enfin, là, on parle plutôt des vacances, mais alors, il y a eu beaucoup de réponses, hein, je crois, qui ont été apportées pendant toute la... Mais peut-être ça peut être une question pour le mot de la fin. Ce serait une petite question mot de la fin. Voilà. Exactement, d'une certaine façon. Est-ce que vous seriez d'accord d'apporter un dernier élément? Quel serait votre mot de la fin, Natacha Ducatez, sur finalement le rôle de ces espaces collectifs? Alors, on sent bien ce besoin d'ouverture immense, alors qu'aujourd'hui tout est fermé. Je pense que sans doute qu'il va y avoir un effet rebond. On aura vraiment beaucoup plus encore ce moyen d'exprimer ces besoins d'ouverture dès que les portes pourront un peu se rentrouvrir. Votre mot de la fin, Natacha Ducatez, par rapport à cela, en quoi les espaces d'accueil permettent une participation active en tant que citoyen? Je pense qu'en fait, Sophie avait exactement le mot de la fin, c'est-à-dire qu'il faut vraiment écouter les enfants. Moi, c'est ce qui est ressorti dans l'étude sur le vivre ensemble. C'est quelque chose qu'ils ont relevé. Et s'ils l'ont relevé, c'est parce que finalement, c'était pas si courant que ça. Donc, ils apprécient énormément de pouvoir être écoutés, entendus et de pouvoir participer. Et c'est des choses qui sont mises en place au sein de ces structures et qui sont vraiment à valoriser. Pierre Thomas, un dernier mot peut-être? Qu'est-ce qu'il faut qu'on retienne? Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne en une phrase de tout ça sur le rôle de l'enfant, sa participation citoyenne demain? En une phrase, moi je dirais, je vais citer Michel Montaigne, éduquer, ce n'est pas remplir un récipient, c'est allumer un feu et l'entretenir, bien sûr. Merci pour cette flamme, Jean Sourds. Qu'est-ce que vous souffleriez derrière? Je reprendrai les termes
d'un élève de CM1 s'aventurer dans la ville de Creil qui, à l'issue d'un projet, s'aventurer, il a dit « Ah, pour être un super-héros, j'ai compris, j'ai pas besoin d'une cape, il suffit d'être scientifique. » Voilà. Voilà, savoir chercher, savoir être scientifique, savoir continuer à ouvrir des perspectives. Sophie d'Argelas, vous considérez que votre mot de la fin, vous l'avez déjà dit ou vous en avez un autre? Hier soir, je participais à un débat organisé par Madame la défenseure des droits avec des 16-25 ans. Et ils ont dit, certains d'entre eux, qu'être jeune, c'était déjà une discrimination en soi. Et je crois que c'est ça qu'il faut qu'on ait dans la tête pour que ça soit le moins vrai possible et de moins en moins dit et pensé par des adolescents et des jeunes adultes à l'avenir. Merci C'est pas pour nous infiniment. faire peur. Oh, bah, non, justement, ça donne des défis et les défis, forcément, ça donne envie de construire. Donc, merci à chacune d'entre vous d'avoir bien voulu participer à ce débat très intéressant. On retiendra à la fois comment quelques méthodes, mais aussi l'importance de cette construction du vivre ensemble, de cette entraide, de cette solidarité, de cette co-construction, de cette coopération qui va permettre à chacun de se révéler et d'être un citoyen demain. Merci beaucoup Laurence pour votre accompagnement. Merci Pauline, merci à tout le monde. On se retrouve demain pour une nouvelle table ronde dans ce studio 2, ici à l'occasion des rencontres PEP 2021 sur la participation qui est au cœur de toutes nos réflexions. À demain.